Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de personnes font la différence et maintiennent le filet social en place pour aider les communautés plus vulnérables. Vous êtes sur le point de les découvrir et de plonger dans un monde où des gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Des gens avec un cœur grand comme le monde et qui contribuent à changer le monde. Ici Chantal Doré, bienvenue à la 3e saison des Héros Anonymes. Bonjour à tous, chers auditeurs. Je me sens privilégiée d'avoir un micro pour vous présenter tous ces héros anonymes, ces gens qui influencent et qui peuvent contribuer à changer des vies très concrètement sur le terrain. Pouvoir parler, pouvoir s'exprimer, c'est un droit et un privilège extraordinaire. Il y a malheureusement des gens pour qui ils ont une incapacité physique de s'exprimer parce qu'ils sont atteints d'aphasie suite à un AVC ou un traumatisme crânien. Donc, ils entendent très bien, mais ils ne peuvent répondre. La parole est bloquée. Et c'est un choc énorme dans la vie de ces personnes parce que ce n'est pas une condition qui est de naissance. C'est malheureusement une condition qui arrive donc suite à un accident cérébral vasculaire auquel elles doivent s'acclimater. C'est vraiment un grand changement dans leur vie. Et heureusement, il y a des organismes comme Aphasie Rive-Sud qui sont à leur côté pour pouvoir les soutenir dans cette difficile acclimatation. Et on a le plaisir de recevoir la coordonnatrice d'Aphasie Rive-Sud, Charlotte Rioux. Pour d'autres personnes, elles ont la capacité physique de parler, mais la parole, elle est coincée dans la gorge, où il y a une boule dans l'estomac qui fait qu'on a de la difficulté à s'exprimer parce qu'on vit de l'anxiété ou encore nos paroles et ce qu'on ressent sont pas nécessairement toujours sur le même diapason parce que on a un enjeu de santé mentale comme un trouble bipolaire. On dirait que l'anxiété semble un mal malheureusement à la mode, mais on le sait que depuis la pandémie, on a des statistiques en hausse de gens qui vivent des troubles anxieux, au point qu'il y a plus de 20 000 personnes qui sont en attente en ce moment pour des soins en santé mentale. On aura l'honneur de recevoir une autre personne qui fait la différence dans leur vie. C'est le directeur de l'organisme Relief, Jean-Rémy Provost, qu'on reçoit tout de suite après une courte pause. Relief est un organisme national qui offre du soutien aux personnes vivant avec l'anxiété, la dépression ou la bipolarité, ainsi que leurs proches. L'organisme offre de l'accompagnement individuel, des ateliers d'autogestion en ligne, des ateliers de groupe et des groupes de soutien. Et on reçoit son directeur, Jean-Rémy Provost. Bonjour, Jean-Rémy. Bonjour. Je disais d'entrée de jeu qu'il y a plus de 20 000 personnes qui sont en attente d'aide en santé mentale. C'est beaucoup? C'est beaucoup, c'est trop. On n'en parle pas assez. On parle beaucoup de temps d'attente pour des chirurgies. Oui. Et c'est tout à fait correct d'en parler, mais en santé mentale, c'est quand même criant. Par contre, il existe des solutions pour ça, puis on pourra en parler aujourd'hui, mais c'est quand même effarant qu'une personne puisse attendre un an avant d'avoir des services dans le réseau public. Oui, surtout que c'est difficile de savoir quand on va aller mieux. On peut, par exemple, pour une jambe cassée, on sait que le temps de récupération peut être entre telle date et telle date, mais pour des troubles de santé mentale, c'est moins évident de savoir quand je vais aller mieux. Exact. Et ajoutons à cela que la personne va prendre plus de temps avant de demander de l'aide en santé mentale. Donc, dès la première requête, ça fait déjà un bon bout de temps que la personne ne va pas bien. Donc, ça se rajoute à l'année d'attente. Oui, parce qu'il y a une certaine, j'imagine, stigmatisation ou volonté de démontrer qu'on est correct, qu'on va bien. Et alors que, puis on l'entend souvent, il y a des gens qui doivent prendre des antidépresseurs, qui refusent de le prendre et qu'on fait la comparaison avec, si tu étais diabétique, tu prendrais ton insuline. Donc, qu'est-ce qui fait que on se stigmatise ou on se culpabilise de pas aller bien? Bien, exactement. Puis, on peut faire la comparaison avec la santé physique si
vous ou moi ayons un problème aujourd'hui, on a vraiment mal au bras, inévitablement, on va aller demander de l'aide. Le temps d'attente peut varier d'une personne à l'autre. Mais au niveau de la santé mentale, c'est quand on ne se sent pas bien et que ça altère au niveau de l'insomnie, au niveau du sommeil, au niveau de l'appétit, au niveau de la concentration, on va imputer ça à « Ah, ben je suis stressé de ce temps-là ». On va s'approprier des causes extérieures. Et ça va prendre du temps avant de se rendre compte que, oups, il faut consulter, là, parce que là, vraiment, ça ne va pas bien. Qu'est-ce qui fait qu'on attend aussi longtemps? C'est les tabous, c'est le fait qu'on n'ose pas encore aujourd'hui, en 2024, dire j'ai de la misère à dormir, j'ai de la misère à me concentrer, et de relier ça vers le fait d'aller consulter en santé mentale. Ouais. Donc, c'est la principale cause du délai d'attente pour se dire comme individu, est-ce que j'en parle à mes proches? Parce que les gens n'osent même pas en parler à son conjoint, à ses enfants, à ses collègues, alors que ça devrait être vraiment un réflexe vraiment à faire, au même titre qu'encore là que la santé physique. Mais c'est de se vulnérabiliser aussi. J'imagine, est-ce que c'est plus difficile pour les personnes qui sont souvent prises avec un aura de personnes en charge, personnes fortes? Je sais, entre autres, qu'il y a tout un volet autour des entrepreneurs où c'est encore plus difficile quand on est en charge d'une entreprise et on s'est valorisé dans une posture de force comme ça, d'admettre que, ouf, là, ça va pas. Oui, le syndrome du super-héros, mais qui doit, qui a sur ses épaules toute la charge de l'entreprise et de se dire, bien, je ne peux pas me permettre de prendre des vacances, je ne peux pas me permettre de tomber malade, qu'est-ce qui va arriver à mon staff, qu'est-ce qui va arriver à mon entreprise. Donc, on s'accroche. Le problème qui arrive, c'est quand on se rend jusqu'au bord du précipice, bien là, c'est encore 10 000 fois plus dommageable quand ça arrive. Et malheureusement, de ce que je lisais un petit peu en préparant l'entrevue, ça semble épargner personne. Là, il y a les jeunes, les personnes âgées, la charge mentale au niveau des familles, les entrepreneurs, on le parlait. Donc, ça fait pas de discrimination. Ça fait aucune discrimination. Puis, à commencer, on peut parler de l'ensemble de la population. On doit tous s'occuper de sa santé mentale. Oui. Donc, on doit tous avoir une bonne hygiène de vie, d'avoir des activités qui nous rapportent une satisfaction. Comme ça, on peut se préserver. Ça ne veut pas dire qu'on peut empêcher toute apparition de maladies mentales, parce que ça vient de la génétique, de l'éducation qu'on a reçue et tout. Donc, il y a des gens qui sont plus vulnérables physiologiquement, psychologiquement, au fait d'avoir un problème de santé mentale. Par contre, en s'occupant de sa propre santé mentale, de son hygiène de vie et en s'impliquant dans sa vie, ben s'il y a des problèmes qui arrivent, on peut le nommer tout de suite et aller demander de l'aide tout de suite. Oui. Jean-Rémy, peut-être définir certains termes. Vous parlez de santé mentale. On a longtemps parlé de maladie mentale et même avant ça, ou même dans d'autres cultures, on va parler de folie. Comment on définit vraiment les choses? Bien, la santé mentale, c'est le fait de s'occuper de sa santé, de son bien-être, d'avoir un équilibre de vie. Donc, de faire en sorte qu'on puisse gérer son stress, de faire en sorte qu'on puisse vraiment au quotidien, au même titre que d'avoir une bonne santé physique, on va demander à la personne de vraiment faire attention à son cholestérol, à sa pression et tout. Mais au niveau de la santé mentale, c'est de préserver son hygiène de vie. Lorsqu'on parle de maladie mentale, la meilleure explication que je peux vous donner, c'est de faire la différence entre, par exemple, une anxiété normale d'une anxiété pathologique. Une anxiété normale, on vit tous de l'anxiété. Donc, il n'y a personne qui ne vit selon des pas d'anxiété. circonstances particulières. Exact. Parce que si on avait zéro absence d'anxiété et de stress, on traverserait la rue sans regarder des deux côtés, puis on se fait écraser. Ça nous protège, donc, effectivement, de situations malencontreuses. Il y a des facteurs de protection. Si vous avez une présentation à faire dans 3 semaines, et que vous vous préparez tranquillement pas vite, la veille, vous commencez à être un petit peu plus nerveuse et vous arrivez la journée même puis c'est un peu stressant, ça, c'est normal. Mais quelqu'un qu'on lui dit dans 3 semaines, tu fais une présentation et que dès lors, il y a des malaises physiques, arrive difficilement à dormir, pas capable de se concentrer, tout ça, là, c'est là que ça devient problématique. Autrement dit, c'est quand la présence d'une maladie mentale vient avec une altération du quotidien. Est-ce que la personne
n'est plus en mesure de faire ses activités quotidiennes, c'est là qu'il faut commencer à investiguer. Est-ce que c'est moi, Jean-Rémy, mais j'ai comme l'impression qu'on parle de plus en plus de l'anxiété. Je me demande si c'est parce qu'on contribue à la démystifier ou il y en a tout simplement plus. Même on les nomme, il y a des anxiétés thématiques, comme on va parler de l'éco-anxiété chez les jeunes. Est-ce que c'est un mal grandissant? La question est intéressante, puis elle est vraiment d'actualité. Puis je pense qu'il y a deux aspects à ça. Il y en a toujours eu de l'anxiété, mais on n'en parlait pas. Donc, dans les années 40, 50, si quelqu'un vivait de l'anxiété, on ne va pas nommer, on nommait même pas ce nom-là. Donc, ça existait déjà, mais en même temps, avec la société dans laquelle on vit présentement, elle va plus vite, tout va plus vite. Les changements climatiques, tout ça fait en sorte qu'il y a une dose de stress social qui est pas mal plus grande qu'il y a 50, 60 ans. Quoique, les personnes qui sont octogénaires aujourd'hui nous diraient, bien, on vivait quand même du stress à l'époque, mais peut-être qu'on était moins stressé psychologiquement, mais c'était axé sur d'avoir du beurre et du pain sur la table. C'est la survie. Est-ce qu'il n'y a pas là, j'ose dire ça, mais un mal de société riche? Quoique là, maintenant, malheureusement, les conditions économiques se détériorent aussi. Mais on a reçu des invités qui disaient qu'ils sont allés dans certains pays, comme en Inde, où les gens ont des souffrances, mais que leur morale est meilleure. C'est particulier. Oui, puis il faut faire attention entre la gestion de la souffrance, la gestion de l'angoisse, des véritables maladies mentales. Dans certaines sociétés, comme au Japon, il n'y a pas de mot qui distingue entre entre la déprime et la dépression. Donc, on arrive moins à distinguer ces trucs-là, alors qu'ici, dans la société nord-américaine, on la décrit mieux. Mais en fin de compte, de quoi on parle? On parle ultimement de est-ce que la personne souffre? Est-ce que la personne va pas bien? Et c'est quoi les causes de ça? Donc, le plus rapidement, quand la personne ne va pas bien et nomme des choses, c'est quels sont des traitements et surtout, comment on implique la personne dans son rétablissement. Et ça, c'est le cœur de la mission de Relief. C'est comment faire en sorte qu'on puisse accompagner les gens, mais qui utilisent vraiment leur pouvoir d'agir pour aller mieux. Retrouver leurs ressources aussi, d'une certaine manière? Tout à fait, et de s'engager. Donc, on arrive à un changement de paradigme présentement. On est parti d'un système un peu plus traditionnel, paternaliste, où on allait voir le médecin comme on allait voir le curé. Donc, vous me dites qu'est-ce que j'ai, docteur, vous me donnez des médicaments, je m'en vais chez moi. On sait que ça ne fonctionne pas parce que l'adhérence au traitement n'est pas là. Si la personne s'implique dans son traitement comme étant l'experte de sa propre vie et qu'on voit le médecin comme étant quelqu'un qui amène une expertise, ben c'est la rencontre de l'expert de la vie d'une personne à une expertise. Donc, ça, c'est très gros comme façon de voir et comme façon d'impliquer les gens dans leur établissement. Gros en termes de changement? En termes de changement, en termes d'impact positif. En fait, quand on parlait de la liste d'attente en début d'entrevue, on disait c'est épouvantable et ce l'est d'attendre 1 an. Sauf que c'est un modèle où on se dit la personne, elle est statique. Elle attend un rendez-vous. Une aide extérieure. Alors que entre le moment où la personne a un rendez-vous chez un psychologue ou un médecin et au moment où la personne dit « je vais pas bien », qu'est-ce qu'on peut faire avec la personne? Bien, on peut faire beaucoup de trucs avec elle, dont celui de s'impliquer dans son rétablissement. Bien, c'est ça, je voyais dans vos services, puis on va avoir le temps d'en parler davantage, mais qu'on parle d'ateliers d'autogestion. Donc, j'imagine que ça fait un petit peu un lien avec la posture d'implication dont vous parlez. Tout à fait, parce que dans le fond, c'est la personne a à mieux identifier ce qu'elle peut vraiment utiliser comme action pour vraiment miser sur ses forces pour arriver à avoir un sentiment de bien-être supérieur. Oui. On prend une courte pause, Jean-Rémy, puis on va continuer à parler de votre mission, de vos services et de comment vous aidez les personnes à aller mieux. Parfait. De retour
retour en studio au Héros Anonyme. Nous sommes en conversation avec le directeur de l'organisme Relief, Jean-Rémy Provost, et on parle de l'aide essentielle que cet organisme et plusieurs autres d'ailleurs apportent aux personnes qui ont des enjeux de santé mentale. Donc, on parlait, Jean-Rémy, avant la pause, des ateliers d'autogestion. Donc, ça amène, puis là, je veux savoir un petit peu plus l'ensemble de vos services, mais je semble comprendre que ça fait partie vraiment de votre approche, cette notion-là de se responsabiliser puis de s'impliquer dans sa guérison. Tout à fait. Puis le meilleur moyen de représenter ça, c'est, mettons-nous à la place de quelqu'un qui, aujourd'hui, communique avec Relief. Ce qu'on va faire, c'est qu'évidemment qu'on va l'écouter, on va analyser ses besoins, mais on va, entre autres choses, dire à la personne, le simple fait de nous avoir contactés est déjà une mise en action. Donc, vous êtes en action. Et souvent, ça paraît banal, mais souvent, la personne a l'impression que tout ne fonctionne pas. Que la personne, tout ce qu'elle fait, ça donne rien. Donc, le fait de faire réaliser ça à la personne, c'est comme, j'avais pas vu ça comme ça. Et là, ça enclenche vraiment un processus où on va demander à la personne, quelles sont les activités qui vous font du bien? Au lieu de dire à quelqu'un, va prendre une marche, ça va te faire du bien. Oui. Pour certains, c'est bien, mais pour d'autres, non, ça ne les satisfait pas. À partir du moment qu'on pose la question à la personne, qu'est-ce qui vous fait du bien? Il y a quelqu'un qui va dire, pour moi, c'est d'écouter de la musique. Pour moi, c'est laver la vaisselle parce que quand je fais ça, j'oublie tout. Pour moi, c'est d'écouter des vidéos et tout ça. Je peux l'inviter chez moi si elle veut. Oui, oui, je pourrais nommer des noms. Mais en faisant ça, ça met la table sur le fait que de maximiser ces actions-là qui font du bien à la personne. Même si on est en présence de quelqu'un qui ne va pas bien, le fait de miser sur des actions positives. Donc, ce que ça fait, c'est que nous, on a un acronyme qui est CESA. CESA pour connaître, donc apprendre à se connaître. E pour évaluer, donc d'avoir la capacité de s'évaluer au jour le jour comment je vais. Et le A, c'est pour agir, donc de se mettre en action. Et de vraiment faire en sorte de vraiment se propulser et de dire je peux faire une différence. Et ça, autant pour la personne qui vit que pour les proches. Donc, l'importance à Relief, c'est dès le départ d'instaurer une situation où la personne, elle est maître de sa propre vie. Bien sûr qu'on est là pour les accompagner. On est là pour les aider à travers différents outils, que ce soit en groupe ou au plan individuel, à faire en sorte qu'ils puissent avoir vraiment, qu'ils se forgent une boîte à outils au quotidien pour aller mieux. Puis concrètement, Jean-Rémy, comment ça se passe? Là, on finit par réaliser que ça va pas bien, on vous appelle. Comment vous pouvez aider? Concrètement, le simple fait d'entrer en contact avec un intervenant et de parler, souvent, c'est la première chose. On parlait en début d'émission que les gens n'osent pas parler. C'est souvent la première communication qu'ils vont avoir avec quelqu'un. Donc, l'écoute active, elle est très importante. Après ça, on va demander aux gens vers où elle peut vraiment se mettre en action. Donc, est-ce que c'est à travers un accompagnement individuel qu'on peut faire avec la personne? Mais c'est pas de la thérapie. C'est pas de la thérapie. Vous faites bien de le mentionner. Relief est en complémentarité avec l'aide médicale et la psychothérapie. Donc, on ne fait pas de psychothérapie, mais bien un accompagnement basé sur le soutien à l'autogestion, qui est de vraiment miser sur les forces de la personne et de remettre du pouvoir sur cette personne-là pour vraiment se rétablir. Donc, on a différents services, des groupes de soutien, de l'accompagnement ponctuel, des groupes, des ateliers d'autogestion qui fait en sorte que la personne puisse mieux se connaître par rapport à ce qu'elle vit. Est-ce que la personne a, par exemple, vit avec une dépression majeure, un trouble d'anxiété généralisée? Est-ce que c'est de l'anxiété, mais c'est pas trop nommé? Donc, on va aussi orienter la personne vers les bons endroits. Bien qu'il y ait une liste d'attente dans le réseau pour avoir des soins spécifiques, on peut dire à la personne, bien, voici ce que nous, on peut faire avec vous pour vous accompagner. Et voici l'aide qui peut exister autour de vous. Donc, c'est faire en sorte d'impliquer la personne dès le départ et ne pas la laisser dans le néant. Donc, qu'elle puisse avoir des endroits pour s'exprimer, pour verbaliser, pour rencontrer d'autres gens aussi, parce qu'on est très souvent isolé. On a l'impression d'être la seule personne au monde à vivre avec ce qu'on vit, alors que d'être avec d'autres personnes, de dire « Ah, mon Dieu, je suis pas seul ».
et il y a des actions qu'on peut entreprendre pour aller mieux au quotidien. Vous parliez des listes d'attente, mais l'une des autres des contraintes qui existent, c'est aussi le coût. Donc, comment vous financez vos services? Là? Quels services sont gratuits et quels services sont payants? Je suis content que vous posiez la question. Relief est très peu financé, moins de 10 par l'État. Mais par contre, ça nous tient à cœur d'avoir des services gratuits pour les gens. Ça nous tient à cœur de faire en sorte qu'il y ait au moins une première porte. Donc, la personne peut entrer en contact avec un intervenant, peut participer à des groupes de soutien. On peut aussi référer vers d'autres endroits qui offrent des services gratuits. Sinon, à des prix modiques aussi, ils peuvent participer à des ateliers d'autogestion, participer aussi à notre accompagnement individuel basé sur plusieurs semaines. L'idée, c'est vraiment de sortir la personne de son isolement puis de vraiment qu'elle reprenne du pouvoir. Donc, autrement dit, il y a une partie d'autofinancement dans votre financement et j'imagine aussi l'autre partie des campagnes de dons. Vous sollicitez le public? Oui, tout à fait. De notre budget, il y a 60 % qui vient de la philanthropie, des dons corporatifs, des dons individuels. Il y a un 40 % qui vient vraiment des activités autofinancées. Puis on tente, pour les gens qui ont moins de sous, d'avoir des ententes avec le réseau public, avec des CIS, des CIUS, d'autres organismes, pour que les gens puissent avoir accès à des services gratuits qui autrement seraient payants, et un 10 % de subvention. Donc, c'est ce qui... ouais. Puis comment vous vous positionnez par rapport au programme d'aide aux employés? Bien, ultimement, nous, on voudrait bien être à l'intérieur des programmes d'aide aux employés, puisque c'est complémentaire à tout autre service professionnel comme un psychologue, une travailleuse sociale, un ergothérapeute, un médecin. Donc, on s'inscrirait très, très bien dans un programme d'aide aux employés où on dirait, bien, parmi la gamme de services professionnels que vous avez accès, il y a cette branche-là qui est des outils pour vous permettre de mieux gérer votre santé mentale au quotidien. Donc, je comprends qu'ils auraient intérêt à vous ajouter à leur panoplie de références. Oui, un très grand intérêt, surtout qu'on collabore avec des entreprises pour qu'ils puissent à la fois aider leurs employés, leurs gestionnaires à avoir une meilleure santé mentale et aussi à faire en sorte que les gens puissent vraiment verbaliser leur état d'aide pour demander de l'aide, justement. Mais c'est ça, je comprends qu'il y a tout un volet quand même assez important du soutien en entreprise. Moi, je vous ai connu par un ami Facebook à l'époque où je crois le nom de l'organisme était Revivre. Exact. Oui. OK, qu'est-ce qui a amené le changement de nom? Plusieurs raisons. D'abord, Revivre est très porteur comme mot, mais ça a fait son temps dans le sens où les gens venaient nous voir il y a 20 ans en disant, bon, ben je me sens revivre grâce à vous. Ça a été très porteur, mais en même temps, le processus de la santé mentale et d'avoir un problème de santé mentale exige une adaptation au quotidien, le fait de vivre avec. Donc, c'est pas juste une chose qui arrive dans la vie et c'est terminé. Pas une transformation magique. Exactement. Donc, on voulait trouver un mot porteur, relief, qui est d'avoir, et le nom complet, c'est Relief, le chemin de la santé mentale. Donc, c'est de faire en sorte de se trouver un chemin qui fait partie du rétablissement, en fait, un processus qui mène vraiment à s'outiller à tous les jours. Donc, au niveau du soutien aux entreprises, parce que par le soutien aux entreprises, vous touchez aux travailleurs, donc c'est un intermédiaire pour toucher à plus de gens? Exactement. C'est comme on a des ateliers pour les étudiants au niveau collégial et universitaire, on s'adresse aux entreprises pour aider les travailleurs et non pas l'organisation. Donc, principalement, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on offre une conférence qui s'appelle « Garder l'équilibre en milieu de travail », donc qui s'adresse à tous les employés et ça vise à parler de santé mentale et faire une introduction justement aux maladies mentales. Après ça, il y a une formation pour les gestionnaires, donc apprendre à gérer dans une situation où il faut que la santé mentale soit une des priorités de l'entreprise, et une autre formation pour former des sentinelles dans les entreprises, donc des gens qui sont à l'affût. Oui. Donc une formation axée sur l'écoute active pour non pas transformer ces employés-là en intervenants, mais un peu d'être des vigies au quotidien. Quand quelqu'un va moins bien, d'aller vers l'autre. Et on offre aussi 1 à 2 rencontres auprès des employés pour justement voir, OK,
qu'est-ce qu'il y en est, je vais pas bien, je sais pas trop comment nommer les choses. Et ça, principalement, cette conférence-là, ces formations-là, visent vraiment à instaurer une culture de responsabilité partagée, que les employeurs doivent vraiment parler de santé mentale, instaurer une politique de bonne santé mentale au travail. Et en même temps, il faut que l'employé s'occupe de sa santé mentale. Là, on pourrait aller dans un sujet qui est très, très vaste parce que je travaille au niveau de la culture d'entreprise. Mais vous nommez, là, vous parlez des gestionnaires, vous parlez de la culture. Parfois, c'est cette culture-là qui nous rend malades aussi. Donc, c'est difficile de guérir dans un milieu qui est toxique ou face à un gestionnaire qui contribue à dépérir, faire en sorte que notre santé mentale diminue. Ah, vous avez entièrement raison. Ça prend les deux ingrédients. Si la personne, l'employé, s'occupe de sa santé mentale, une bonne hygiène de vie, mais travaille dans un climat toxique, ça ne fonctionnera pas et peut affecter vraiment à court, moyen ou long terme la personne, c'est clair. Donc, il faut vraiment que chacun des employeurs ait une réflexion sur la place du stress au travail, de la santé mentale au travail et puisse dire haut et fort, il faut vraiment en parler, il faut instaurer une culture où c'est bien d'en parler parce qu'on peut avoir un très, très bon employé qui a, pour toutes sortes de raisons, un problème momentané ou qui va devenir permanent, mais qui est très performant et de ne pas s'accrocher au fait que la personne va moins bien parce que, par exemple, elle fait une dépression. Donc, c'est de faire en sorte que les gens puissent vraiment adopter une culture où on en parle librement et ce qui fait qu'on peut préserver sa santé mentale tout en vivant avec une maladie mentale. Parce que souvent, c'est les chiffres qui vont faire la différence. C'est de chiffrer qu'une personne qui quitte, l'impact sur les autres, une personne qu'on doit réembaucher, ce que ça représente aussi comme coût. Donc, j'imagine que vous travaillez un petit peu aussi à cette sensibilisation-là, que dire qu'on devrait le faire, mais que c'est rentable aussi de le faire. Tout à fait. Tout à fait. C'est très, très rentable de parler de santé mentale. Okay. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour l'avenir? À part d'être mieux soutenu par le gouvernement, de continuer à aider les gens et de dire aux gens de ne jamais hésiter à demander de l'aide. C'est ce que je veux le plus au monde. Alors, chers auditeurs, que ce soit pour vous, que ce soit pour une personne proche que vous connaissez, n'hésitez pas. Commencez donc par aller voir le site Internet, relief.ca. Exact. Relief.ca, puis vous allez voir, ce sont des gens extraordinaires qui vont pouvoir vous aider à retrouver l'accès à vos ressources. Merci beaucoup, Jean-Rémy Provost. Un grand merci. Au revoir. Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Chantal Doré. Plaisir d'être de nouveau avec vous en studio. J'ai la chance cette semaine d'avoir deux invités qui sont en studio avec nous. C'est toujours plus agréable quand on a la chance de regarder ces héros anonymes-là dans le blanc des yeux puis de voir toute la passion qui les anime, en fait, pour l'organisme qu'ils soutiennent. Et pour cette deuxième partie des héros anonymes, on va parler de l'aphasie. Aphasie Rive-Sud et on reçoit la coordonnatrice Charlotte Rioux. Donc, c'est un organisme qui offre un milieu de vie, des activités et des services stimulants aux personnes aphasiques qui ont subi un AVC, un anévrisme au cerveau, une tumeur ou un traumatisme crânien, ainsi qu'à leurs proches. Bonjour, Charlotte. Bonjour. Alors, peut-être définir qu'est-ce que c'est l'aphasie, parce que je suis pas convaincue qu'on comprend vraiment tous qu'est-ce que ça signifie, ou j'ai l'impression que ça pourrait être mélangé avec d'autres situations, là, d'autres termes. Dans le fond, l'aphasie, il y a plusieurs types, mais principalement, on va retrouver deux types. Il va y avoir des aphasies de production. Donc, ça va être des personnes qui vont avoir de la difficulté à produire le langage suite justement à un trouble acquis. Donc, l'aphasie, c'est pas quelque chose qu'on naît avec, contrairement, par exemple, à la dysphasie qu'on va retrouver plutôt chez les plus jeunes. En fait, on est dysphasique. Alors que l'aphasie, non, ça va être justement dû à un AVC, traumatisme crânien, là, vous les avez nommés juste avant. Et c'est ça. Donc, suite à cet accident-là, la personne va avoir une lésion au niveau de son cerveau qui va empêcher la production de la parole, ou bien on a aussi une aphasie qui va vraiment atteindre la compréhension. Donc, cette personne qui va avoir une compréhension
atteinte va pouvoir produire la parole normalement, mais ce qu'elle va dire, ça va être un peu décousu, elle va inventer des mots, ça sera vraiment difficile à comprendre. Et aussi, on a de l'aphasie progressive, qui est neurodégénérative. Donc, ça va vraiment plus ressembler à de l'Alzheimer, dont les symptômes premiers sont la perte de langage. Voilà. Donc, quand on parle de produire, on parle vraiment de parler, là, comme ce qu'on fait, vous et moi. Là. Une personne aphasique pourrait comprendre ce que je dis, mais ne pas être capable en retour d'exprimer du son. Exact. Donc, le mot peut être dans sa tête. Si je lui dis c'est un légume, ça pousse dans la terre, c'est orange, qu'est-ce que c'est? La personne le sait que je parle d'une carotte. Mais quand elle va arriver pour me le dire, ça se peut que ça soit poivron, ça se peut que ça soit porte, ça se peut que ça soit botte, ça peut être un autre mot que le mot carotte, là, parce que le lien entre l'aire de la production du langage et la bouche se fait plus difficilement. Puis encore là, dans les aphasies de production, on a différents types d'aphasie de production. On va avoir des gens qui vont répéter toujours la même syllabe. Puis on va avoir des gens qui semblent avoir un discours, entre guillemets, normal, mais qui vont hésiter beaucoup plus sur certains mots ou bien qui vont manquer, toujours avoir le mot sur le bout de la langue. Là. Et vous avez étudié en neurosciences, hein, Charlotte, c'est ça? Oui, neurosciences cognitives. Donc, à l'Université de Montréal, j'ai un bac en neurosciences cognitives, en spécialisation neurosciences du langage. Et que c'est vraiment... Donc, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau, là? Tu sais, sans aller dans toutes les zones, c'est quand même intéressant de voir. Je me rappelle avoir vu une série médicale où ils étaient en train de faire une opération et ils avaient bloqué une zone et on voyait que la personne, justement, n'était plus capable de parler. Et j'avais vraiment trouvé ça fascinant de voir que c'est vraiment une zone du cerveau qui s'éteint. Oui. Ça s'éteint pas nécessairement, mais dans les cas où on fait un AVC ou un traumatisme crânien, là, ou peu importe, une lésion cérébrale, donc l'aire du langage, qui est la production, c'est l'aire de Broca. C'est le chercheur qui a découvert la zone. Là, de son nom, d'accord. Donc, cette zone-là, quand elle va être touchée, c'est vraiment un blocage qui va se faire. Là, il y a une boucle de langage dans la tête qui se fait entre l'aire de la compréhension, l'aire de la production et il y a un pont entre les deux. Donc, quand c'est l'aire de la compréhension qui est touchée, tout est débalancé. Là. Donc, on peut, par électromagnétisme, aller éteindre la zone là, artificiellement pour faire des tests. Donc, une personne pourrait devenir aphasique pendant quelques instants là, avec un aimant. Là. Mais c'est ça, c'est vraiment le lien dans le cerveau qui se fait plus. La communication, la communication entre les deux zones. Exact. Je vous dirais que c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que je l'ai vécu personnellement. J'ai fait un épisode de complications neurologiques, migraine à complications neurologiques, c'est ce qu'on m'a dit, mais dans l'ambulance, les ambulanciers disaient que je faisais un AVC. Donc, c'était très stressant parce qu'effectivement, ils me posaient des questions, ils me demandaient mon âge, ils me demandaient mon nom, je voyais les mots dans ma tête et j'étais incapable de sortir le mot. Et là, c'était extrêmement stressant. Ouais. Donc, je peux imaginer quelle sorte de stress ça induit. Beaucoup de stress, beaucoup de détresse aussi, puis de frustration. C'est assez comique, là, je veux dire, parce qu'il y a des personnes qui n'ont jamais sacré de leur vie. Et là, qui font un AVC, qui deviennent aphasiques et qui ont très peu de vocabulaire, mais ce qui va rester, c'est les sacres. Donc, ils se fâchent, puis là, bon, il y en a qui sortent. Puis c'est toujours drôle parce que les proches, à chaque fois que ça arrive, les proches nous disent, c'est drôle, il n'a jamais sacré de sa vie. Puis spontanément, on pourrait se dire, est-ce que ça pourrait avoir rapport à quelque chose comme un syndrome de la Tourette qui se développe? Ou... Je penserais pas. Je suis sûre que je ne me connais pas particulièrement là-dedans, là, mais c'est plus pour illustrer le fait que même si la personne perd son langage, il y a quand même certains mots qui vont rester, puis elle n'a pas nécessairement le contrôle sur ces mots-là. C'est comme si dans tout le vocabulaire qu'on a dans notre tête, il y a certains qui restent, puis d'autres qui s'évanouissent. Ouais. Le oui, le non, le merci,
le bonjour va souvent rester. Moi, j'ai des personnes qui ont un vocabulaire extrêmement restreint. Là, on parle de moins de 10 mots. Là. Wow. Mais là-dedans, il va y avoir le oui, il va y avoir le non. Est-ce que ce sont les premiers mots qu'on a prononcés? Des vieux mots, une vieille... Oui, c'est ça. Ça ressemble un peu à ça. C'est des mots qui vont être encodés vraiment, vraiment depuis plus longtemps puis qui ont été appris là, dès le très, très jeune âge. Mais pour les sacres, on pourrait pas nécessairement dire ça. On sacre pas quand on est bébé. C'est un autre phénomène là, que je peux pas expliquer, mais c'est assez comique. Oui, et on n'est pas capable d'expliquer qu'est-ce qui fait que, bon, il y a peut-être justement l'historique du mot que ça fait longtemps qu'on le prononce, donc il est bien ancré. Mais ça pourrait être des mots comme ça que... Normalement, non. C'est pas des mots aléatoires tant que ça. Là. C'est vraiment des mots que ça fait longtemps qu'on dit. Mais des fois, ça peut seulement être des syllabes. Là. Ça peut être juste tant. Là. Donc, comment ça va aujourd'hui? Tant. Est-ce que vous avez passé une belle journée? Ah, tant. C'est ça, des fois, c'est vraiment juste une syllabe. Donc, ça dépend. Chaque personne est vraiment unique autant que son aphasie. Là. Et comment est-ce que la personne, à ce moment-là, va s'exprimer par écrit? Est-ce qu'elle est capable de s'exprimer par écrit? Ça va vraiment dépendre encore de la personne. Puis si on a eu un AVC, la production du langage, justement, l'aire de Broca est proche de l'aire motrice. Donc, un AVC ou une lésion dans cette zone-là va souvent entraîner des atteintes physiques comme une hémiplégie, donc la moitié du corps paralysé. Donc, souvent, la main qui écrit devient paralysée et là, écrire est rendu pas mal plus compliqué. Donc, ils vont réapprendre à écrire de la main gauche et c'est beaucoup plus long, très demandant, frustrant et tout. Mais on a des cahiers de communication. Des fois, on voit des pictogrammes que les personnes vont pouvoir pointer avec les mots. On utilise un alphabet. Ils peuvent pointer les lettres pour former les mots, les expressions faciales, les gestes. On développe des techniques de communication qui sont moins basées sur la parole puis qui sont propres à la personne selon ses compétences. Donc, comment la personne fait pour appeler à l'aide puis vous appeler Aphasie Rive-Sud? C'est beaucoup les proches qui le font. C'est majoritairement les proches qui font les appels chez Aphasie Rive-Sud. On a aussi des recommandations des orthophonistes du centre de réadaptation. Donc, les personnes aphasiques qui ont plus de vocabulaire ou que leur atteinte ne touche pas nécessairement, qui ont une atteinte un petit peu moins profonde, vont pouvoir nous appeler, nous demander de l'aide ou nous écrire un courriel si leur écriture n'est pas trop touchée. On a aussi maintenant, là, avec des applications, là, c'est moins demandant d'écrire à l'ordinateur que de tenir un crayon. Donc, pour certaines personnes, le courriel, là, c'est très utilisé. Question comme ça, est-ce que l'intelligence artificielle pourrait aider éventuellement? J'ai déjà des membres qui utilisent l'intelligence artificielle ou bien début pour lire des textes. Ils ont des outils qui vont vraiment lire à leur place les textes, créer des réponses selon les patterns de réponses qu'ils font d'habitude, avec de l'entrée de données là, de leurs proches. Oui. Mais si jamais, puis là, je m'aventure vraiment dans des scénarios futuristes, fiction, mais admettons qu'on avait accès à, justement, peut-être des vidéos où on a vu la personne parler. Est-ce que l'intelligence artificielle pourrait comme parler à leur place? Oui. Je dirais que c'est pas impossible. C'est peut-être quelque chose vers lequel on pourrait aller. Est-ce que ces personnes-là voudraient qu'on parle à leur place? Je sais pas. Parce que c'est quand même... C'est une perte d'autonomie, de ne plus être capable de parler. Donc, ça peut être un plus d'avoir une intelligence artificielle qui parle à leur place. Mais c'est quand même très sensible comme sujet de savoir qu'on a perdu la capacité puis que c'est un robot qui parle pour nous. Je sais souvent les clientèles sont d'un certain âge aussi, là, donc il y a cette peur du numérique et de tout ce qui va vite. Donc, pour l'instant, non, mais peut-être dans le futur, ça pourrait être quelque chose. Donc, on dit que c'est des clientèles d'un certain âge parce que c'est plus relié à des AVC qui touchent souvent plus tard. Donc, c'est rare qu'on va faire un AVC quand on est jeune? Oui, plus rare, là, c'est sûr qu'il y en a. Puis, c'est pas négligeable non plus comme nombre, sauf qu'en général, c'est vraiment des personnes. Notre clientèle, par exemple, là, c'est beaucoup plus autour de 70 ans.
Notre plus jeune, là, tout juste en bas de 50 ans, mais la majorité de nos membres, là, 70, 65 ans. Puis là, je dis AVC. Avant, on entendait ACV. Est-ce que je dis le bon terme? Je pense, moi aussi, je continue à dire AVC, en tout cas, là. Donc, un accident cardiovasculaire ou vasculaire cérébral. Ouais. C'est ça. C'est ça. Puis comme je vous dis, les ambulanciers, quand ça m'est arrivé, pensaient que c'est ce qui arrivait parce que j'avais tous les symptômes décrits. Donc, heureusement, ça s'est pas développé dans ce sens-là. Mais comme je vous dis, ce sentiment de panique-là, de dire, est-ce que ça va continuer comme ça? Est-ce que je vais perdre? Puis pour une communicatrice, c'est d'autant plus difficile. Donc, comment vous les aidez concrètement? Et est-ce qu'il y a une première étape où on passe par une sorte de deuil aussi de la personne qu'on était avant? Oui, c'est énormément un gros deuil, un deuil pour les proches aussi. Ouais. C'est souvent les proches qui vont l'exprimer le plus facilement, là, c'est sûr, mais les proches vont dire... Puis on parle d'un deuil blanc, tu sais, c'est pas vraiment la mort de quelqu'un, mais c'est la mort de ses conditions de vie qui étaient avant. J'ai des orthophonistes. J'ai eu une orthophoniste qui a eu un AVC puis qui était aphasique. J'ai eu un professeur. Bien, j'ai eu de tout, mais c'est vraiment des gens que, justement, leur vocation, c'est de parler, c'est d'enseigner. Puis là, du jour au lendemain, boum, plus rien qu'ils sont capables de faire. Donc, c'est bouleversant pour la personne de perdre son emploi, sa raison d'être, ses communications avec ses enfants, avec ses parents, avec ses sœurs. Puis il y a quand même beaucoup de stigma par rapport à l'aphasie. Les gens ne connaissent pas assez ça, donc ils vont dire, bon... Est-ce que ça pourrait être associé à une déficience intellectuelle? Oui, beaucoup, on le voit. Wow. On le voit que les gens vont dire, ah, mais je pensais qu'il ne sait pas parler, ça veut dire qu'il y a une déficience intellectuelle, mais c'est pas ça du tout. L'aphasie ne touche pas les fonctions, l'intelligence. Donc, c'est d'autant plus frustrant pour ces personnes-là. Mais je pense que je comprends pourquoi ils sacrent. C'est ça. C'est terrible. Oui. Puis j'ai eu par exemple, là, j'ai un membre qui s'est fait arrêter par la police parce que, bon, X raison, il a brûlé un stop. Puis quand la police est venue l'arrêter, il était pas capable d'exprimer, donner ses papiers et tout. Il était... Donc, il pensait qu'il est peut-être sous l'influence de l'alcool. Exact. Donc, il a sortir le véhicule, il l'a menotté et tout. Puis le monsieur, il était en larmes, là. C'est extrêmement frustrant de ne pas pouvoir s'exprimer puis de dire « je suis innocent », là. Mais la personne est capable de conduire. Elle est capable de... Parce que c'est dans une autre zone du cerveau. Exact. Wow. Donc, c'est vraiment... Les personnes aphasiques, c'est seulement le langage qui est touché. Donc, pour certaines personnes, par exemple, dans l'aphasie progressive, ça va être de plus en plus, il va y avoir d'autres atteintes cognitives qui vont s'ajouter au fil du temps. Puis, éventuellement, ces personnes-là vont perdre leur permis aussi parce qu'il y a des difficultés dans l'orientation. Oui. Mais là, ça peut être aussi relié à d'autres facteurs. C'est ça. C'est vraiment pas relié à l'aphasie en tant que telle. Une personne qui est seulement aphasique n'aura aucun problème à conduire, à faire tout ce qu'il y a, à faire son lavage, à faire l'épicerie et tout. C'est vraiment plus... Charlotte, je vous propose de prendre une petite pause et on poursuit l'entretien ensuite. Dernière partie des Héros anonymes, Chantal Doré au micro avec vous. Nous sommes avec Charlotte Rioux, coordonnatrice d'aphasie Rive-Sud. Et vraiment, moi, je sais pas, vous, chers auditeurs, comment vous recevez l'entrevue, mais moi, je trouve ça vraiment fascinant de voir toutes ces zones-là dans notre cerveau. Et c'est quasiment épeurant un peu. J'ai envie de demander, comment on peut prévenir des choses comme ça? C'est sûr que dans le cas d'un AVC ou d'un traumatisme crânien, surtout dans le cas d'un traumatisme crânien, un accident, ça arrive vite. On ne peut pas vraiment prévenir ça. Ça peut être une chute, une commotion cérébrale. Dans le cas d'un AVC, c'est sûr qu'on peut essayer de manger bien, de faire du sport, mais c'est assez difficile à prévenir puisque c'est accidentel. Il n'y a aucun lien génétique? Non. OK. Ben, peut-être
pour le cholestérol, tu sais, pas le cholestérol, là, mais les AVC, il y en a qui vont avoir un petit caillot qui va monter parce que, pour des raisons de santé, mais en tant que tel, là, personne n'est à l'abri. OK, bien là, je ne veux pas faire de lien avec notre premier invité, mais ça peut amener de l'anxiété. Donc, je pense que pour se prévenir de ça, comme vous dites, une bonne hygiène de vie aide soigner son cerveau. Oui, puis des contacts sociaux aussi, de ne pas s'isoler, d'avoir des bons liens avec les gens, de s'entourer de personnes qui peuvent nous aider si jamais il arriverait quelque chose. Est-ce que vous travaillez dans les manières de soutenir ces personnes-là dans, justement, briser l'isolement? Oui, c'est c'est un des points de notre mission principale, de briser l'isolement des personnes aphasiques et de leurs proches aidants. On a développé vraiment un service pour les proches aidants. On a une travailleuse sociale à temps plein là, qui est là pour répondre à leurs besoins, que ce soit dans du soutien psychosocial individuel, de groupe, de la formation, un groupe de soutien là, vraiment entre les aidants pour qu'ils puissent justement briser l'isolement puis développer des trucs entre eux. Chaque personne est différente, chaque aphasie est différente, chaque proche aidant est différent, mais c'est toujours super intéressant de les voir tisser des liens et développer des techniques un peu pour comment mieux vivre avec ça puis s'occuper de soi-même aussi parce qu'il ne faut pas s'oublier là-dedans. Les proches aidants ont un très, très gros rôle à jouer. Ça peut être très lourd pour eux aussi parce que la personne aphasique va être en perte d'autonomie, là, tout simplement parce qu'elle ne peut plus, que ce soit appeler à la banque, faire l'épicerie, comparer les prix, faire les impôts. Il y a beaucoup de choses qui sont limitées par l'aphasie. Donc, le proche aidant va se retrouver avec une charge mentale qui est assez importante. D'où l'importance d'offrir des services pour les soutenir, pour leur faire sentir qu'ils ne sont pas tout seuls, pour leur donner les ressources qu'ils ont besoin, puis aussi pour travailler les stratégies de communication entre la personne aphasique et la personne proche aidante. Là, Mais là, vous dites, faire l'épicerie, faire ses impôts, là, on n'est pas dans la parole, on est dans la compréhension. Ou c'est quand on doit communiquer, par exemple, avec mettons, faire l'épicerie, ça pourrait aller, mais mettons, faire l'épicerie puis essayer de trouver, de faire les prix, là, de lire, OK, ça coûte 1,99 $ versus celui-là qui coûte 5 $, quel que je vais choisir. Les chiffres sont mélangés aussi. Ah oui, les chiffres. OK, c'est pas seulement les mots, c'est les chiffres aussi. Il y a des gens que ça va pas toucher, c'est encore là. Tout est individuel. Mais oui, il y en a beaucoup chez qui les chiffres vont être tout mélangés, un peu comme la dyscalculie. Ça va être un symptôme assez fréquent. Puis la compréhension n'est pas touchée en tant que telle, mais les tournures de phrases peuvent être difficiles. Si je dis le chanteur est applaudi par le danseur, ça va être difficile à comprendre versus le danseur applaudit le chanteur. Je me souviens plus, je l'ai dit de la bonne façon, mais les phrases simples sont beaucoup plus faciles à comprendre pour une personne aphasique que les phrases complexes parce que, veux pas, les aires du langage sont toutes reliées. Donc, même si c'est juste la production qui est atteinte, ça va ralentir un peu tout le reste de la boucle. Puis qu'est-ce qui fait, par exemple, qu'une personne qui a un AVC développe une aphasie? Ça va vraiment être dans le cas où l'AVC est dans l'aire du langage. Ah, d'accord. C'est là où le cerveau, cette aire de production ou de compréhension va être touchée. Ça va être quand la lésion est à cet endroit-là. C'est sûr qu'une personne qui a un AVC dans une région absolument pas rapport va pas nécessairement avoir d'aphasie, mais ça touche 25 à 40 des personnes qui font un AVC, qui survivent leur AVC. Quand même. Parce que j'entendais des gens qui ont un AVC comme ça puis qui devaient réapprendre à marcher et à parler. Ouais. Donc, temporairement, cette zone-là est affectée, mais il n'y a pas de lésion. Il peut avoir une lésion, mais le cerveau est très malléable. Il apprend toujours. Plus on est jeune, plus il apprend vite, mais ça n'empêche pas le fait qu'on peut, même en étant plus vieux, réapprendre certaines choses. Donc, il y a des aires qui peuvent être touchées et les autres aires autour vont compenser. L'aire peut être complètement détruite, mais juste autour, ils vont pouvoir prendre certaines tâches. Le cerveau va apprendre à faire ce que l'aire qui est lésé faisait avant.
Puis concrètement, mettons un proche vous appelle parce que son père a eu un AVC, développe une aphasie. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Comment vous pouvez aider cette personne-là et son proche? En fait, on va les inviter chez Aphasie Rive-Sud. On les invite dans nos bureaux, on les rencontre. Et on va d'abord évaluer leurs besoins et leurs attentes. On ne fait pas d'orthophonie, on ne fait pas de service là, d'orthophonie. Les gens, on prend pour acquis, surtout si on fait un AVC, qui sont passés par le système de santé avant. Donc, si on soit allé au centre de réadaptation, un hôpital de réadaptation ou peu importe, puis c'est une fois qu'ils sortent de ce processus de réadaptation-là, qu'ils se retrouvent à la maison et que là, il n'y a plus de service. Donc, c'est là où ils vont nous appeler, on les rencontre, on évalue c'est quoi leurs besoins, leurs attentes, puis on regarde c'est quelles activités qu'on pourrait leur proposer qui vont le mieux répondre à tout ça. Si c'est pas dans nos cordes, parce que parfois ça arrive que les personnes y viennent puis que c'est tout simplement trop poussé ou que c'est une aphasie progressive qui est trop avancée, on ne peut pas répondre à leurs besoins. On va renvoyer vers d'autres organismes, on va rediriger, là. Puis est-ce que des fois, il peut y avoir une aphasie puis en même temps un trouble comme l'Alzheimer qui se développe puis qui est en parallèle, que ça n'a pas rapport? Ça pourrait. Dans ce cas-là, chez nous, c'est un petit peu plus difficile. On n'a pas de personnel soignant sur place là, non plus. Donc, il faut que la personne peut avoir un début d'Alzheimer, peut être autonome, mais pas tout à fait à 100%, je ne sais pas comment dire ça, là, à 100% là. Mais c'est à partir du moment où elle devient un danger pour elle-même ou pour les autres, ou qu'on est inquiet pour sa sécurité ou qu'elle dérange dans les ateliers, que là, ça répond, on prend pour acquis que ça répond plus à ses besoins. Là. En allant chez Aphasie Rive-Sud, elle ne s'aide pas. Donc, c'est là où on va la rediriger. Puis dans les services comme tels, je vois sur votre site Internet, là, vous avez développé des activités socio-culturelles aussi. Oui. De quoi on parle? Donc, par exemple, ce matin, mon groupe est à l'Electrium. Donc, ils vont faire des visites culturelles comme ça. Mais on a aussi des ateliers qui vont être jumelés entre des bénévoles et des bénévoles et les personnes aphasiques. Donc, des ateliers de Scrabble sont animés par des bénévoles. On va recevoir des étudiants et des étudiantes des universités qui veulent entrer, par exemple, au programme en orthophonie, qui vont venir offrir des services aussi, là, leur talent, là, que ce soit des ateliers ponctuels de bricolage ou peu importe. On essaye de jumeler ces personnes-là avec notre groupe, de les intégrer. Donc, on diversifie un petit peu ce qu'ils font, pas toujours faire des activités régulières de langage, mais vraiment d'aller toucher à différentes sphères. On a de la musique, on a du théâtre, on essaie de toucher un petit peu à tout aussi, en plus de nos sorties, là. Mais du théâtre, là, si on n'a pas la parole, est-ce que c'est du mime? Comment on fait? Oui, ça peut être du mime. Par exemple, l'année passée, on a fait une pièce de théâtre. Là, on est en collaboration avec le Théâtre aphasique de Montréal. Donc, on a un de leurs profs là, qui vient chez nous à chaque semaine. Et ils ont monté une pièce de théâtre tous ensemble. Et il y avait certaines personnes dans le groupe qui, justement, n'avaient pas du tout de vocabulaire ou avaient de la difficulté à suivre, à comprendre. Donc, le prof les a vraiment accompagnés. Ils vont être dans la pièce, mais ils vont avoir des rôles plus discrets. Je dis pas qu'ils vont jouer l'arbre, là. Oui. Mais vous lisez dans ma tête, c'est ce que... Mais c'est ça, ils vont avoir des rôles un petit peu plus légers ou des rôles qui sont vraiment plus figuratifs, plus de figurants, oui, mais sans avoir des gros dialogues et tout. Ils vont plus se baser sur l'improvisation parce que la mémorisation peut être difficile. Mais on les inclut, on réussit à notre façon à les inclure. Donc ça, si je comprends le côté briser l'isolement, mais est-ce que ça aide aussi est-ce que ça peut aider à régénérer? Dans certains points, oui. C'est sûr, régénérer, c'est pas notre mission. C'est pas ça. Nous, on est vraiment dans la conservation des acquis. D'accord. Donc, on travaille ce qu'ils ont déjà comme bagage, puis on le solidifie. On solidifie aussi leur confiance en eux, leur estime, les liens qu'ils peuvent créer avec les autres. On essaie vraiment de renforcer tout ça, beaucoup plus que d'essayer d'apprendre des nouveaux mots ou de... OK. Et donc, j'entends qu'on peut être bénévole. Oui. OK. Vous êtes combien d'employés à Aphasie Rive-Sud? On est toute une petite équipe. On est 3 employés à temps
plein et une employée contractuelle qui est en stage en art-thérapie. Et donc, petite équipe, mais on a plusieurs bénévoles là, qui viennent soutenir, bonifier nos activités aussi. Bien, on invite nos auditeurs qui auraient envie d'en savoir davantage sur vos services, peut-être de contribuer à la cause aussi, à aller sur votre site Internet. Oui. Merci beaucoup, Charlotte Rioux. Je rappelle que vous êtes coordonnatrice d'Aphasie Rive-Sud. Alors, c'était une émission sur la parole, hein, sur être capable de s'exprimer, puis être capable de libérer peut-être quand on a une forme d'anxiété. Donc, merci de nous prêter vos oreilles parce que sans parole, personne pour écouter, ben nous, on parle dans le vide. Donc, merci à ma fabuleuse équipe, Catherine Bourderon à la recherche, Mathieu Tessian Régie, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Je vous rappelle que tous nos épisodes sont disponibles sur les plateformes de balado-diffusion. Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve, je l'espère, de tout cœur la semaine prochaine pour la rencontre de d'autres héros anonymes. Merci beaucoup, à bientôt.